Bonjour. Du coup, après cette présentation, j'espère que je vais pas trop vous décevoir parce que c'est vrai que moi, je vais quasiment pas parler de sport. Je vais exclusivement parler de santé mentale. Voilà, essayer de vulgariser un petit peu la santé mentale et les troubles psychiques en 30 minutes. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi. Ça a été voilà un travail un petit peu de résumé, de condensation. Je vais faire une présentation en 3 temps, un bref rappel historique sur la psychiatrie, histoire de comprendre un petit peu d'où on vient. Un deuxième temps, qu'est-ce que la santé mentale et les troubles psychiques? Et un troisième temps avec quelques exemples de prévention. Donc, pour aider à comprendre un petit peu la santé mentale, je me suis dit qu'un bref rappel historique des grandes dates et des personnalités de la psychiatrie me semblait intéressant, afin de survoler un peu les représentations au cours du temps. Comme vous le savez, l'histoire de la médecine commence avec la médecine magico-religieuse, avec des croyances spirituelles, magiques, et l'utilisation de nombreux traitements ou objets sacrés. C'est une histoire qui date aussi au temps des Égyptiens au XVIe siècle avec le papyrus d'Ebers, qui déjà décrivait des détresses émotionnelles provenant du cœur et de l'âme, et utilisait déjà une pharmacopée avec des somnifères, du pavot, des hallucinogènes, etc. Les écritures hindoues évoquaient, eux, des problèmes, un problème d'équilibre entre les éléments constitutifs de l'être humain et pouvant provenir d'une hygiène peu convenable. Là, on peut penser un petit peu aux problèmes de nutrition et de manque d'activité physique. Enfin, à l'Antiquité, les sociétés gréco-romaines nous ont laissé les premiers traités médicaux avec la théorie des 4 humeurs d'Hippocrate et la classification en 3 pathologies mentales de Cels. Et enfin, Asclépiade de Bithynie, qui préconisait déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ une bonne alimentation et des exercices de promenade, à cheval, à pied ou en charrette. On remonte un petit peu le temps, et entre l'Antiquité et l'époque moderne, on peut évoquer globalement des avancées de la médecine somatique, avec des avancées en termes d'anatomie, de chirurgie, et dans la médecine arabe à la fin du 1er millénaire, et à contrario, assez peu de progrès sur les maladies mentales, que l'on n'appelait pas encore psychiatriques à l'époque. Vous le savez, cette période a été marquée par la persécution et l'isolement des malades, avec la représentation du fou au Moyen-Âge, et entraînant malheureusement des exclusions, voire des tortures, exterminations, avec l'inquisition. Au XVIe siècle, comme vous pouvez le voir ici, la création de l'hôpital général sous Louis XIV, qui s'avérera être plus une prison et une maison de force pour les malades, les mendiants, les vagabonds, plutôt qu'un lieu de soins. On remonte encore le temps, et la genèse de la psychiatrie a vraiment débuté après la Révolution et après les Lumières, avec l'arrivée de Pinel, Poussin et Esquirol, qu'on appelait des aliénistes. Aliénistes pour, dit-on, avoir libéré les aliénés des chaînes des hôpitaux de Paris. Il s'avère qu'ils ne supprimeront pas réellement les chaînes, enfin toutes les chaînes et la violence physique des hôpitaux, mais ils vont quand même rédiger les premiers traités médicaux critiquant les maladies psychiatriques. En 1838, même siècle, nous avons la première base juridique sur l'hospitalisation, à la demande de l'entourage ou à la demande de l'autorité publique. Et à partir de là, chaque département va avoir son asile psychiatrique. C'est ce qu'on appelle le boom asilaire. Enfin, quelques têtes un petit peu plus connues. À la fin du XXe siècle et au début du nouveau siècle, la promotion sémantique d'aliénés à malades mentaux n'y change à rien. L'asile ne guérit pas. Donc, ce début du siècle est marqué par la naissance de nouvelles matières, dont la psychologie, en tant que science humaine et avec de nombreux courants qui voient le jour, la psychanalyse, les psychométries, la psychologie du développement, le comportementalisme, etc. Et à la fin de cette première moitié du XXe siècle, malheureusement, on verra l'essor de l'eugénisme et du nazisme avec des vagues d'exclusion et d'extermination des personnes malades.
Tout ça pour en venir à la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à nos jours. Finalement, on se rend compte que dans l'histoire de la santé mentale et de la psychiatrie, tout se condense sur les 70 dernières années, ce qui est très très court à l'échelle de l'histoire, puisque en 1952, enfin, le premier traitement antipsychotique est découvert, la chlorpromazine. Certes, il a pas mal d'effets secondaires, mais à la suite de cette découverte, beaucoup d'autres traitements verront le jour. Dans les années 70, j'ai mis une petite image, bon, qui date pas des années 70, mais la sectorisation, donc en France, chaque département est divisé en secteurs géographiques. Désormais, les personnes avec des troubles psychiatriques peuvent consulter en ambulatoire au plus près de chez eux et non plus à l'hôpital psychiatrique. Nous verrons aussi la création des hôpitaux de jour, des CATTP et d'autres structures. Enfin, dans les années 80-90, les avancées scientifiques de la neuroimagerie vont permettre la découverte de l'IRM fonctionnel appliqué à la psychiatrie. On découvre que les maladies psychiatriques sont associées à des modifications de la structure ou du fonctionnement du cerveau, des zones plus ou moins actives. Par exemple, les hallucinations auditives sont liées à des activations anormales situées dans les régions cérébrales des zones liées à la perception auditive et du langage. Alors, après avoir passé en revue brièvement l'histoire, finalement, qu'est-ce que c'est un trouble psychique? Tout d'abord, signifier que la santé mentale, c'est quelque chose de très global. C'est l'affaire de toutes et de tous, et c'est au-delà de l'absence d'un trouble mental. C'est un état d'équilibre qui nous permet de fonctionner. Les déterminants de la santé mentale, vous les connaissez tous, c'est des marqueurs biopsychosociaux. C'est tout simplement l'accès au logement, à la sécurité financière, professionnelle, l'inclusion sociale, l'absence de conflits armés, l'accès aux soins, etc., etc. Dans cette santé mentale, on peut catégoriser les troubles psychologiques, psychiatriques et psychiatriques sévères, invalidants, persistants. Les troubles psychologiques, on peut les définir comme des troubles qui peuvent s'apaiser, s'amender avec des soins infirmiers, soins psychologiques, psychothérapeutiques, sans forcément passer par la case soins spécialisés. Ou parfois, certains troubles psychologiques peuvent aussi s'amender avec le temps ou avec des petits moyens qui s'offrent à nous. Par exemple, l'activité physique. J'ai noté l'exemple du deuil, voilà, qui est un processus normal de la vie et qui nous fait vivre des troubles psychologiques qui passent plus ou moins avec l'épreuve du temps et qui parfois, à contrario, peuvent se transformer en troubles psychiatriques. Lorsqu'il s'agit de troubles psychiatriques, on définit un peu plus une pathologie médicale qui nécessite une prise en charge spécialisée avec des consultations médicales, une prescription médicamenteuse, l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire en santé mentale. Et enfin, les troubles psychiatriques sévères et persistants, il s'agit de troubles psychiatriques, mais avec des hauts besoins, des personnes qui relèvent de soins plurihebdomadaires, quotidiens, ou des séquences de soins à la maison, en hôpital de jour, ou en hospitalisation. Alors, j'ai rajouté, oula, le E est parti et le S aussi. J'ai rajouté cette diapo un petit peu au dernier moment pour vous parler du modèle vulnérabilité-stress. Car oui, notre vie est faite de stress, et notamment le premier stresseur qui nous concerne tous, notre mortalité. Comment comprendre un petit peu ce modèle? Alors, avec la ligne en pointillé rouge, on peut voir que pour un même stress donné, par exemple une agression, nous n'allons pas réagir de la même façon. Selon notre vulnérabilité, donc ce qui est inhérent et qui peut plus bouger en nous, notre génétique, les antécédents familiaux, notre hérédité, les antécédents personnels antérieurs, les antécédents périnataux, notre enfance, etc. Ce stress peut ou pas déclencher une pathologie psychiatrique constituée. Mais
cela dépend aussi du niveau de stress infligé. Donc, à haut niveau de stress, même une faible vulnérabilité ne nous empêchera pas peut-être de développer une pathologie. Pour comprendre, j'aime bien prendre l'exemple du rameur perdu en mer sur son radeau. Donc si je vous place sur un radeau en pleine mer, en plein soleil, avec de l'eau croupie, donc autant dire un stress, ou de l'eau salée, autant dire un stress assez élevé, la plupart d'entre nous vont commencer à délirer, à avoir des hallucinations, des visions, ou entendre des sirènes chanter. C'est le début d'un épisode psychotique. Donc voilà, au niveau de stress, on peut tous déclencher une pathologie. Vous connaissez sûrement le DSM. Non. Alors, comme on l'a vu un petit peu dans le rappel historique, sur les 2 derniers siècles, les médecins ont essayé de décrire et classifier les maladies psychiatriques. Et ces anciens traités médicaux ont laissé place à des DSM. En fait, il s'agit d'un gros dictionnaire répertoriant toutes les pathologies mentales, mais à une époque donnée. Et je précise à une époque donnée, parce que certaines classifications étaient considérées comme des troubles psychiatriques et ne le sont plus à présent. Et inversement. On pense à l'hystérie, qui est sortie du DSM-3 en 1980, à l'homosexualité en 1987, et à l'exemple de la dyslexie, qui est apparue dans les années 80 et qui a disparu en 94. Disparu qui est en fait englobé dans les troubles de l'apprentissage. Je voulais faire aussi un petit aparté sur la schizophrénie pour comprendre un petit peu les troubles psychiques. Si on reprend les classifications et les terminologies de la schizophrénie, on voit que par le passé, il y avait le fourre-tout mot folie, où on mettait un petit peu tous les troubles psychiques. Et puis la monomanie, la démence précoce, et le terme schizophrénie est apparu en 1911. Donc il y a quand même plus d'un siècle. Et il n'a pas changé depuis, en tout cas en France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en tout cas au Japon, exemple à suivre ou pas, ils ont changé les noms de 2 maladies, le diabète et la schizophrénie. Le diabète, qu'ils appelaient la maladie de l'urine sucrée, ils ont changé en maladie de surplus de sucre dans le sang. Et la schizophrénie, qui s'appelait la maladie de l'esprit divisé, donc à connotation aussi négative, a été changée en 2013 pour trouble de l'intégration, une appellation plus globale, intégrative. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la schizophrénie? Donc cette diapo qui peut un petit peu faire peur, finalement elle se résume en 3 dimensions. La schizophrénie, c'est des symptômes positifs, en rouge, des idées délirantes, des hallucinations, des symptômes négatifs, en bleu, un repli, un isolement social, des difficultés d'exprimer ses émotions, une perte de plaisir, de l'élan, etc. Et la désorganisation. La désorganisation, c'est avoir sa pensée ou son comportement qui peut parfois être en décalage ou avec une cohérence différente de l'autre, parfois avec sa propre logique interne, son propre langage. Voilà. Ces 3 dimensions, avec quelques symptômes fondamentaux, etc., pour établir un diagnostic, je vous passe un peu les détails. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je veux aussi vous montrer ce que n'est pas la schizophrénie. C'est à peu près ce qu'on voit très souvent dans les films et les séries, c'est-à-dire un dédoublement de la personnalité, un trouble de la personnalité, des personnes avec des accès violents, un trouble dissociatif de l'identité, etc. Et ce n'est pas non plus les abus de langage que l'on entend à la télévision ou dans les médias. Ici, j'ai mis une politique qui dit « les Français sont parfois schizophréniques dans leur demande ». Pour, j'imagine, dire « ne savent pas ce qu'ils veulent » ou « changent d'avis ». Une petite diapo aussi pour montrer qu'il existe
des films représentant assez bien les troubles psychiques. Dernièrement, il y a eu donc le documentaire sur l'Adamant et Étalénite, disponible sur Arte. Enfin, en troisième partie, la prévention. Vaste entreprise. Je ne vais pas vous faire un cours sur les différents types de prévention, mais plutôt vous donner quelques exemples. Pour qui Je voulais affirmer quelque chose à découvert. Je suis malade mental, je suis un malade mental. Ces maladies font peur, ces maladies sont considérées comme honteuses, et parfois même on considère que ce ne sont pas des maladies. Et que, allez, bouge-toi sans faire un tour, va respirer et ça ira mieux. Voilà ce qu'on dit très souvent aux malades mentaux. On leur dit en substance, tu es un malade imaginaire. Donc, pour moi, dire je suis un malade mental et le répéter, c'était à la fois assumer ce que je suis pleinement et essayer de casser la stigmatisation dont les malades mentaux sont l'objet. Alors, vous connaissez sans doute tous Nicolas Demorand, personnalité publique de France Inter, qui a sorti son livre il y a à peu près 15 jours, Intérieur Nuit, et qui utilise volontairement des mots qui peuvent nous paraître assez durs hein, et assez anciens, notamment l'expression malade mentale, mais qui a encore une forte place dans la population générale. Et il le dit à un moment donné, je pense que il libère un petit peu la parole pour essayer de déstigmatiser un petit peu les troubles psychiques. Et il utilise, je pense, aussi des propos assez durs pour aussi montrer le reflet de sa souffrance psychique et du handicap qui était invisible, en tout cas jusqu'à la libération de sa parole. Mais d'autres célébrités ont aussi libéré leur parole avant Nicolas Demorand. Vous avez sans doute aussi entendu parler de Stromae, avec sa performance au journal télévisé de 20h sur les idées suicidaires. Benoît Poelvoorde, voilà, Carrie Fisher, etc. Britney Spears et le mouvement aussi de ses fans Free Britney concernant son hospitalisation. Mais j'aime parfois aussi à rappeler qu'il y a d'autres personnes, beaucoup moins connues, qui font avancer la cause de la santé mentale. Ici, je vous en ai mis 4. Vincent Desmassiers, père aidant, fondateur du réseau des entendeurs de voix et formateur au centre de l'OMS de Lille. Andrew Dugmore, anglais, formateur en premier secours de santé mentale, pionnier dans la pérédance. John Frusciante, guitariste professionnel des Red Hot Chili Peppers. Et Eileen Sachs, avocate, psychanalyste et professeur d'université aux États-Unis. J'aime bien aussi poser cette question, leur point commun à toutes ces personnes qui ont quand même des hautes responsabilités, c'est qu'elles ont toutes eu un diagnostic de schizophrénie par le passé, ou eu un épisode psychotique. Et ils portent à leur niveau un message de rétablissement et d'espoir auprès des populations. Un dernier petit point d'épidémiologie. Selon l'OMS, en 2018, une personne sur 4 a présenté ou présentera des troubles psychiques au cours de sa vie. Dans le monde, près d'1 milliard de personnes sur 2019 souffraient d'un trouble psychique, principalement anxieux et dépressif, ce qui en faisait une des premières causes de handicap mondial. Et cela ne va pas en s'arrangeant avec donc, la sortie de la pandémie mondiale, les conflits armés dans le monde, l'éco-anxiété, etc. Enfin, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la santé mentale, grande cause nationale en 2025. Donc, grande cause nationale, vous avez forcément entendu parler aussi des causes nationales antérieures, du plan cancer des années 2000, des causes nationales contre l'alcoolisme dans les années 90, la grande cause nationale aussi du sport, il me semble, en 2024. La grande cause nationale, pour l'instant, c'est que sur papier.
Donc, on a les grandes lignes un petit peu donc de stigmatisation, de lutte pour la prévention, l'amélioration de l'accès aux soins, etc. Mais c'est vrai qu'avec tous les changements de gouvernement récents, pour l'instant, nous arrivons à l'été 2025 et rien de concret. Enfin, je vais vous montrer une dernière campagne de prévention qui vient d'Angleterre. Voilà, il s'agissait d'une campagne publicitaire donc, pour la Journée mondiale de la santé mentale, faite avec le club de football de Norwich, dans la prévention du suicide, la diffusion de numéros d'assistance, et afin de faire passer donc, le message du handicap invisible que peuvent être les troubles psychiques. Je vous remercie. Moi, je suis comme l'a dit Charlène, physiologiste de l'exercice. Et donc, je suis pas du tout, en réalité, spécialiste de santé mentale. Bien sûr, le lien avec l'activité physique, c'est la santé, comme l'a rappelé le professeur Bertolo. Mais en réalité, même si on a effectivement obtenu ce prix de la Fondation Neurodis, de Noveka et de Saint-Étienne Métropole, et j'en profite pour les remercier. En fait, c'est une nouveauté pour nous de travailler sur ce sujet-là. On travaille sur pas mal d'autres pathologies, maladies chroniques, mais la santé mentale, c'est assez nouveau pour nous. Et bon, c'est vrai que ça vient un peu d'une volonté de ma part. On n'est pas spécialiste de santé mentale, mais il se trouve que moi, je suis, voilà, j'ai parmi mes proches quelqu'un qui souffre d'une maladie, d'un trouble psychique assez grave. Et c'était un peu aussi pour ça qu'on a lancé cette étude, qui est plutôt une étude pilote, mais je l'espère pourra déboucher sur d'autres études. Voilà. En introduction, je voulais donc remercier à mon tour les partenaires qui ont déjà été remerciés. J'en profite pour remercier aussi la faculté de médecine pour nous accueillir, le campus. Nicolas doit être quelque part par là, le campus santé. Et puis Charlène, Mathilde et Crène pour l'organisation. Donc nous, on a le bureau, là, on arrive, on s'assoit et on parle dans le micro. Donc merci vraiment pour votre travail. Ok, donc activité physique et santé mentale. Avant de vraiment entrer dans le sujet, je voudrais juste, puisque Philippe a dit que j'allais présenter l'IRMIS, donc je vais quand même le faire. Effectivement, on travaille juste à côté de la faculté de médecine. C'est un bâtiment qui s'appelle Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport.
Voilà, donc c'est le bâtiment que vous avez ici, où on a vraiment la chance d'avoir ici à Saint-Étienne la capacité d'étudier un petit peu tous les aspects du mouvement humain, depuis les aspects biologiques jusqu'aux aspects biomécaniques, en passant par la physiologie ou la neurophysiologie. Donc c'est un outil qui est vraiment rare, qui est unique en France. Je le dis parce que c'est vrai. En tout cas, sous un même toit, d'avoir tous ces domaines scientifiques et médicaux, et le lien avec le CHU, c'est vraiment quelque chose d'unique. Donc on a vraiment beaucoup de chance, et on a aussi la chance d'être énormément soutenu par l'Université Jean Monnet. Et voilà, donc je voulais quand même remercier un peu les gens qui nous aident au quotidien. Et pardon si j'ai oublié du mot. Ok, donc allons-y, on va entrer dans le cœur du sujet. Pour vous rappeler que, ou vous le dire, si vous ne le saviez pas, que l'activité physique, les bénéfices de l'activité physique sur la santé, on les connaît depuis 1950. La première étude, c'est une étude qui a été faite à Londres, où on a montré que les chercheurs avaient comparé les conducteurs des bus, vous savez qu'à Londres, il y a 2 étages, et les contrôleurs. Donc les contrôleurs, ils montaient, descendaient toute la journée les marches, et alors que les conducteurs étaient assis toute la journée, ils avaient à l'époque étudié les effets sur l'infarctus du myocarde, les troubles cardiovasculaires. Donc ça, c'est en 1950. Et depuis, il y a eu des dizaines et des centaines et des milliers, pour pas dire des centaines de milliers d'études qui vont systématiquement dans le même sens. Donc aujourd'hui, on va se centrer sur la santé, les effets sur la santé mentale, mais bien évidemment, ça va bien au-delà de ça. En réalité, il serait vraiment difficile de trouver une fonction du corps humain qui n'est pas améliorée lorsque l'on bouge, et même il en existe quelques-unes, mais c'est aussi très difficile de trouver une maladie chronique dont la prévalence n'est pas diminuée par l'activité physique. Certains cancers, par exemple, sont dans ce cas-là, effectivement, qu'on l'on bouge ou pas, mais il y a beaucoup de cancers on a beaucoup moins de chances d'avoir certains cancers, et en particulier les cancers les plus importants, comme le cancer du sein ou colorectal, si on bouge. Bon, vous voulez me dire quel rapport avec la santé mentale? C'est pour vous dire que voilà, c'est beaucoup plus large que la santé mentale, mais bien entendu, l'activité physique permet d'être en santé avec la définition, c'est-à-dire c'est pas seulement cette absence de maladie, mais c'est bien santé au sens de l'OMS, c'est-à-dire état complet de bien-être physique, social et mental. Donc malgré tous ces bénéfices de l'activité physique sur la santé, eh bien les chiffres sont implacables. Ça c'est en France, mais c'est pas beaucoup mieux dans d'autres pays riches. On a, par exemple, plus de la moitié des adultes qui sont en dessous des recommandations qu'a rappelé Philippe, c'est-à-dire 150 minutes, au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine. Il y a aussi presque un Français sur 2 qui est en surpoids ou en obésité. Et puis, ça a été dit aussi, les enfants, c'est encore plus grave, on va dire, parce que je vais expliquer après. On a 4/5 des enfants qui n'atteignent pas les recommandations de l'OMS. Alors, pour les enfants, c'est un petit peu plus, c'est 1 heure par jour. Voilà, c'est ce qui est recommandé. Donc seulement 20% le font. 50%, à 7 ans, les enfants passent 50% de leur temps en sédentarité, et c'est 75% du temps pour les adolescents. Donc les chiffres, on pourrait les multiplier, mais ils vont tous dans le même sens. Et ça a été rappelé par Mehdi, effectivement, on a des beaux projets gouvernementaux en disant oui, en 2024, c'est la lutte contre la sédentarité. Ok, c'était à l'occasion des Jeux de Paris. Bon, très bien, c'est mieux que rien, mais effectivement, là aussi, les retombées se font un petit peu attendre. Et puis pour la santé mentale, bon, l'année n'est pas finie, mais si j'ai bien compris Mehdi, c'est mal engagé. En tout cas, voilà, on est vraiment dans le sujet aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais vous montrer à mon tour une petite vidéo sur les effets potentiels de l'activité physique sur la santé mentale. L'activité physique régulière n'est pas seulement bonne pour le corps, elle a aussi un impact positif sur plusieurs aspects de la santé mentale. D'abord, elle déclenche la sécrétion d'hormones qui ont des effets bénéfiques sur le bien-être psychologique. Ces substances ont une influence apaisante sur l'humeur parce qu'elles augmentent la sensation de plaisir et réduisent le stress et l'anxiété. L'activité physique aide aussi à prévenir la fatigue mentale parce qu'elle élimine les tensions et facilite le sommeil. Comme elle canalise notre attention, l'activité physique favorise aussi l'interruption des pensées négatives associées au stress, à l'anxiété et à la dépression. Autrement dit, elle nous incite à être dans le moment présent. Finalement, faire de l'exercice améliore la concentration et la compréhension
Parce que ça stimule les fonctions du cerveau reliées à l'apprentissage. Ça donne pas les réponses aux examens, mais ça aide à être mieux préparé. Pratiquer un sport qu'on aime renforce souvent notre sentiment de compétence et notre estime de soi. Même si on n'est pas un athlète de haut niveau, ça nous donne confiance de savoir qu'on est capable de le pratiquer. Le plaisir de se savoir capable vient donc s'ajouter à celui des hormones. Mis à part les bienfaits psychologiques, faire de l'activité physique peut aussi avoir un impact positif sur notre vie sociale. Être membre d'une équipe ou d'un groupe qui pratique la même activité peut développer un sentiment d'appartenance et de complicité très enrichissant. Il n'est pas nécessaire de faire un sport organisé ou d'être membre d'une équipe pour être actif physiquement. Ça peut être aussi simple que danser chez soi en écoutant de la musique, marcher de longues distances, aller chez des amis en vélo ou aller promener le chien. Ce qui compte est de choisir une activité qu'on aime et qui s'intègre facilement dans le quotidien. Plus c'est agréable, plus on va avoir le goût de bouger. Mon tabernacle, tout est dit. On va s'arrêter là. Merci, bonsoir, c'est tout pour moi. Non, mais en fait, tout est dit dans cette vidéo. Enfin, énormément de choses sont dites. Et ce qu'on va faire, c'est simplement se contenter de reprendre tout ce qui est dit en résumé dans cette vidéo. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que l'activité physique permet d'améliorer la santé mentale? Bon, vous avez une petite idée de la réponse. Est-ce que ça marche chez tout le monde? Pourquoi ça marche? Si ça marche, on va laisser un peu de suspense. Et puis après, les aspects un petit peu plus pratiques. Qu'est-ce que l'on doit faire pour que ça marche encore mieux? Ça fonctionne encore mieux. Donc, est-ce que ça marche? Oui, effectivement, on sait que les personnes qui sont actives physiquement tolèrent mieux le stress que les personnes qui sont un petit peu moins actives. Elles sont plus optimistes, elles ont moins tendance à être anxieuses ou déprimées. Attention quand même avec l'interprétation de ce genre de données. Nous, on travaille beaucoup sur la fatigue et c'est un petit peu la même chose. On peut se poser la question de quelle est la cause, quelle est la conséquence. Effectivement, si je suis déprimé, il y a des chances que que j'ai moins envie de bouger. Si je suis fatigué, il y a des chances que j'ai moins envie de mettre mes baskets. Donc, est-ce que c'est vraiment parce que je bouge que je vais être moins déprimé ou moins fatigué, ou est-ce que c'est l'inverse? Toujours se méfier des corrélations. Regardez par exemple ici, une corrélation qui existe entre le taux de divorce aux États-Unis et la consommation de margarine. Vous voyez que si on diminue la consommation de margarine, il y a moins de divorces. Donc la conclusion de cette corrélation, c'est de dire que si vous voulez sauver votre mariage, il faut moins manger de margarine. Ouais. Bon. Donc heureusement, il n'y a pas que des études comme ça sur les corrélations, il y a aussi ce qu'on appelle des études interventionnelles, c'est-à-dire qu'on prend des gens qui souffrent de maladies chroniques, en l'occurrence pour aujourd'hui de pathologies mentales ou qui sont pas en pleine santé mentale, et puis on les met à l'exercice et on regarde si ça s'améliore. Donc c'est ce qu'on appelle les études interventionnelles. Donc est-ce que ça fonctionne? Là, eh ben c'est oui encore. Si j'en prends une revue récente de 2023, donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des systematic review, c'est-à-dire que c'est les scientifiques qui font le boulot à notre place, en gros, qui regardent tout ce qui a été sorti sur un sujet donné et puis qui tirent des conclusions à partir de l'ensemble des données scientifiques. Ça nous évite de faire le travail, c'est bien pratique. Donc ce papier, le hasard fait qu'il a été publié par un homme qui s'appelle Ben Singh, qui est un Australien, et si vous regardez, pour ceux qui reconnaissent, la photo a été prise ici devant l'IRMIS. Il se trouve que c'était un de mes anciens postdoctorants. Je savais pas qu'il allait travailler là-dessus par la suite, et ce papier, on en a énormément parlé. Bon, bref, peu importe. Il est retourné chez lui juste avant le Covid, mais bon, bref. Et que montre cette systematic review? Eh bien que pour des troubles tels que l'anxiété et la dépression, l'exercice physique est 1,5 fois plus bénéfique que les psychothérapies ou la médication classique pour améliorer donc ces troubles-là. En effet, l'activité physique entraîne une réduction des problèmes de santé mentale de 40 à 60%, alors que pour ce qui est des psychothérapies ou de la pharmacothérapie, il y avait aussi des améliorations, ça fonctionne, il n'y a pas de doute, mais dans des proportions plus faibles. Dans ce papier, dans cet article, on dit encore, enfin les auteurs disent encore que l'effet de l'activité physique est encore plus marqué pour les personnes qui souffrent de dépression. Ça marche très bien aussi pour les femmes enceintes et les femmes en postpartum. Que toutes les formes d'exercice physique, on va revenir là-dessus dans la dernière partie de mon exposé, ont des effets bénéfiques importants pour la santé mentale. Et simplement la marche, on va revenir aussi sur la différence entre le sport, l'activité physique et l'exercice un petit peu plus tard.
mais simplement la marche, qui est une activité physique, pour des personnes en mauvaise condition physique, par exemple, ou un petit peu âgées. Alors, je vous rassure, je suis dans le lot, hein, mais ça suffit pour lutter contre donc la dépression et l'anxiété. Donc, ça fonctionne. Alors après, on pourrait multiplier les études qui sont citées, on pourrait reprendre une à une toutes les études qui sont citées dans cette systematic review, mais on va leur faire confiance. Et puis, quand on en reprend quand même quelques-unes qui montrent pas d'effet bénéfique, en tout cas pas plus que les antidépresseurs, par exemple, c'était le cas ici dans cette étude assez récente aussi, où ils ont comparé ce qu'ils appellent la running therapy. Bon, tout le monde ne parle pas anglais, mais je pense que c'est assez facile à comprendre. Avec donc l'utilisation des dépresseurs, et bien on voit qu'effectivement ça marche pas mieux l'activité physique sur la santé mentale. C'est pas pire, mais ça marche pas mieux. Par contre, il faut pas oublier le reste, c'est-à-dire que quand on fait de l'activité physique parce qu'on n'est pas bien, il y a aussi quand même tous les autres bénéfices qui existent. Par exemple ici, alors ça c'est un signe d'inflammation. On voit que entre avant et après l'intervention, il n'y avait pas d'augmentation de l'inflammation chez les gens qui faisaient de la course à pied 2 fois par semaine. Par contre, elle augmentait chez les gens qui prenaient des antidépresseurs. Ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est un signe de santé, aussi de stress, un petit peu, qui n'était pas diminué chez les gens qui faisaient de la course à pied et qui était détérioré chez les gens qui prenaient des antidépresseurs. La pression sanguine, le tour de taille, qui était légèrement diminué chez les gens qui faisaient de la course à pied et qui était augmenté chez les gens qui prenaient des antidépresseurs. Donc, tous ces effets-là bénéfiques, en plus de la santé mentale qui, dans l'ensemble, fonctionne. Pas dans cette étude-là, ça fonctionnait pas mieux que les antidépresseurs. Par contre, on avait quand même tous les autres effets bénéfiques. Donc, ça vaut quand même le coup d'essayer de s'y mettre. Alors ça, est-ce que ça marche? Donc, la réponse est globalement oui. Est-ce que ça marche chez tout le monde? Et en particulier, est-ce que ça marche à tous les âges de la vie? Alors, chez l'enfant, ça a été évoqué par Mehdi, effectivement, on sait que l'activité physique, en permettant d'améliorer l'estime de soi et en fonction des sports, mais il peut y avoir, surtout chez les jeunes où il y a beaucoup quand même d'activités collectives, donc un soutien social augmenté, eh bien, ça diminue les risques de dépression et de suicide. Par exemple, faire partie d'une équipe sportive, ça c'est cette étude qui le dit, est un facteur de protection contre le suicide des adolescents. Alors, c'est pas directement en lien avec la santé mentale, mais on était dans le cerveau. Et encore, comme l'a dit la vidéo québécoise, effectivement, le fait d'avoir une augmentation de son sentiment de compétence permet aussi de se sentir mieux. Et l'activité physique permet d'améliorer ce qu'on appelle la fonction cognitive. Ici, par exemple, c'est une étude de 2011 sur un test qu'on appelle le test de la Tour de Londres. Donc, il faut en 60 secondes essayer de résoudre des tâches un petit peu compliquées, un peu comme le Rubik's Cube, si vous voulez, mais plus simple. Eh bien, lorsque l'on fait 30 minutes de vélo versus lorsque l'on fait 30 minutes de lecture, eh bien, on voit qu'on s'améliore bien plus pour le groupe exercice que pour le groupe lecture. Donc, ça permet d'améliorer la fonction cognitive et du coup, il y a pas mal d'études qui montrent que pour les étudiants et les élèves, eh bien, l'activité physique a des effets bénéfiques, même en termes de résultats scolaires, de résultats académiques. L'activité physique améliore la fonction cognitive, le comportement, la capacité de concentration et donc les résultats académiques. Et inversement, l'inactivité impacte négativement la santé mentale et les fonctions, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire qu'on doit résoudre une tâche qu'on n'a pas l'habitude un problème nouveau pour nous. Ça améliore la mémoire de travail, la capacité à être en multitâche, etc. Ça la diminue du coup si on est inactif. Donc, je sais pas si je vais reprendre tout ça en détail, mais et ça c'est pas moi qui le dis bien sûr, c'est un peu petit donc vous pouvez pas voir, mais c'est tout un tas d'articles de journaux scientifiques. Donc tout ce que je vous dis là, je prends pas la peine. Enfin, je l'ai fait un petit peu de citer les sources. Je ne vais pas le faire systématiquement, mais le plus souvent quand même c'est étayé. C'est pas juste moi qui sort ça de mon chapeau. C'est étayé par des études scientifiques. Donc, ces études montrent que, par exemple, remplacer des cours académiques, les fameuses matières à l'école, les fameuses matières principales, les maths, l'histoire géo et de la physique, etc. Si on en fait un petit peu moins et qu'on bouge un peu plus, on n'a pas des moins bons résultats. Limite, dans certaines études, c'est l'inverse. C'est-à-dire quand on augmente la dose d'activité physique,
les élèves ont des meilleurs résultats scolaires. Corrélation entre, alors on va se méfier des corrélations maintenant, hein, vous comprenez pourquoi, mais quand même, entre le niveau d'activité physique et les résultats scolaires, on l'a vu, bouger un court instant permet d'améliorer les fonctions exécutives, ça permet d'améliorer les capacités de lecture. Bref, c'est assez magique, mais la vérité, c'est que c'est assez magique. C'est vraiment un médicament magique, l'activité physique. Et je le pense sincèrement. Et alors, pourquoi ça? Je vais passer un peu là-dessus parce qu'on va y revenir dans le prochain chapitre, mais vous voyez qu'il y a déjà des causes. Vous pouvez commencer à lire un petit peu. Vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu étayées aussi sur les raisons. Alors, tout n'est pas encore connu, mais quand même, on a des idées sur pourquoi, effectivement, ça fonctionne aussi bien sur la santé mentale, de bouger. Alors, ça, c'était pour les enfants, puis les étudiants. Dans la vie active, l'activité bouger permet de mieux réguler son stress. Effectivement, il y a des situations stressantes, mais quand on est actif, eh bien, on peut mieux y faire face, on est plus agile. Alors ça, c'est pareil, on va pas repasser en tous ces signes du stress en revue, mais tout ça, vous le savez, les insomnies, brûlure d'estomac, respiration accélérée, donc tous ces signes du stress sont améliorés, ou en tout cas sont moins présents chez les personnes qui sont les plus actives. Et puis, si on avance encore en âge, eh bien, il y a aussi tout un pan de la littérature scientifique qui se renforce d'année en année, qui montre qu'effectivement, lorsque l'on est actif, alors il ne s'agit pas simplement de marcher en faisant les vitrines, il faut que ça soit quand même une certaine intensité un peu, au moins modérée, si possible un peu plus, eh bien, on retarde le déclin, bien sûr on pourra pas l'annuler, mais on retarde le déclin des capacités fonctionnelles et cognitives, et donc on maintient l'indépendance et l'autonomie. Ça permet d'ailleurs de continuer plus longtemps ses activités sociales. Donc c'est un peu le cercle vertueux. Par exemple, si on est plus actif, on va être on diminue le risque de chute, parce que encore une fois, on parle de santé mentale, mais il faut bien penser aux effets positifs de l'activité physique dans son ensemble. Donc si je suis plus fort, plus d'équilibre parce que je fais de l'activité physique, il y a des chances que je reste autonome plus longtemps, et donc ça me permet de rencontrer plus longtemps d'autres personnes, et ça aussi, bien sûr, ça va avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale et sur le déclin des capacités cognitives. Et puis, quelque chose dont on n'a pas parlé, l'activité physique, notamment chez les personnes âgées, permet d'améliorer le sommeil. Donc voilà encore un effet bénéfique qui va indirectement avoir des effets positifs sur la santé mentale. Alors, chaque fois que je parle d'activité physique, vous m'excuserez, je me fais à chaque fois un petit plaisir. D'activité physique et de vieillissement, je ne peux pas me permettre de mettre ces vidéos de ma maman. Voilà, donc il y a... alors, les étudiants, en général, quand je leur présente ça, ils applaudissent, mais vous n'êtes pas obligés. Hein. Alors, je vais quand même vous dire son âge. Hein. Elle a, alors sur cette, là, elle avait que 87 ans, et là, elle a 90 ans sur cette photo. Donc, ça part pas mal. Alors, elle a bougé quand même beaucoup pendant sa vie. Déjà pour nous courir après, pour nous embêter, nous empêcher de faire des bêtises avec mes frères et sœurs. Blague à part, est-ce que ça marche chez tout le monde? Bien, je vais aussi reprendre l'exemple de la schizophrénie. Donc ici, par exemple, vous avez un papier de collègues de Caen sur les effets de l'activité physique chez les patients qui souffrent de schizophrénie. Et là encore, je ne vais pas prendre le temps de tout détailler, mais vous voyez que en dehors des aspects biologiques, donc tout ce que l'on connaît, et ça bien sûr qui ne sont pas spécifiques aux personnes qui souffrent de schizophrénie, donc les effets dont j'ai déjà un petit peu parlé, de diminution de l'inflammation, de l'insulinorésistance, etc. Enfin toutes les choses et les aspects métaboliques connus, les aspects physiologiques comme la diminution du poids, la diminution du risque de diabète, enfin bon, toutes les choses qui sont assez connues quand même. Les effets cérébraux dont on va reparler juste après. Eh bien, il y a aussi tout un pan de la littérature qui montre que effectivement ça peut bénéficier, y compris sur les signes cliniques de la maladie, donc l'anxiété, la dépression, la qualité de vie, et puis les symptômes dont a parlé Mehdi, que ce soit d'ailleurs les symptômes positifs, donc les hallucinations, les voix, ou les symptômes négatifs, que sont le repli sur soi. Voilà. Donc c'est pas, pour le coup, c'est pas un outil magique. Il peut y avoir
Alors ça, c'est pour le coup, c'est plus de l'expérience personnelle. Il peut aussi y avoir, en fonction du type d'activité physique, parfois ça a des effets contraires, il faut le reconnaître, mais globalement, quand même, ça fonctionne. Et puis, un des troubles du comportement que sont, par exemple, la diminution de la mémoire des gens qui souffrent de schizophrénie peuvent aussi, on l'a vu, être partiellement, en tout cas, freiné. Ce déclin peut être freiné aussi par l'activité physique. Et puis, le repli sur soi, les bénéfices sociaux, quand on a la possibilité de le faire, de contact, de faire de l'activité physique avec d'autres patients ou avec d'autres personnes, après tout, pas forcément des patients, eh bien ça aussi, ça peut être très bénéfique pour les patients. Donc dans la thèse du docteur Tréhou, il a fait une étude d'intervention donc 2 fois par semaine en activité physique adaptée. Donc en comparant donc cette intervention avec de l'éducation à la santé, donc ce qui est quand même déjà une intervention pour améliorer les choses, et ils ont montré que la VO2 max, alors la VO2 max, je m'arrête 2 minutes là-dessus, c'est un indicateur de santé, c'est-à-dire c'est la capacité des personnes à consommer de l'oxygène. C'est un indicateur de forme globale. Je vais me contenter de ça, qui est très souvent mesuré en médecine du sport, y compris pour les athlètes d'ailleurs, mais aussi, donc c'est à la fois un indicateur de performance et de santé. Donc la VO2 max était améliorée, et donc avec tous les bénéfices métaboliques, cardio-respiratoires qui sont associés à ces gains. Et puis, on a une diminution significative des symptômes ici, des symptômes négatifs, mais je vous présente pas tous les résultats de la thèse, mais il y avait la même chose sur les symptômes positifs. Donc ça fonctionne aussi. Il y a pas énormément de littérature, mais donc c'est la raison pour laquelle on a voulu faire cette étude sur laquelle je vais revenir après. Donc voilà, donc amélioration des aspects biologiques, cardio-respiratoires, bien sûr diminution du comportement de sédentarité ou de l'inactivité en tout cas, mais également des effets bénéfiques sur les aspects psychopathologiques, donc les symptômes à la fois psychotiques et négatifs. Donc il n'y a pas énormément d'études, mais vous voyez que sur la santé, alors là je ferme la parenthèse schizophrénie pour un moment, les effets de l'activité physique sur la santé mentale sont pas connus depuis 1950, mais 3 décennies après, vous voyez qu'il y a 81, il y avait une première revue de la littérature qui montrait déjà les effets bénéfiques. Donc 6 études sur 8 montraient une amélioration du sentiment de compétence et de l'estime de soi, qu'on a déjà vu. Le bien-être, l'anxiété et la dépression, ça marchait quand même plutôt pas mal, 13 sur 14. Et puis les performances cognitives, etc., pareil, la grande majorité des études montraient des effets bénéfiques. Donc là, on est quand même presque 50 ans maintenant après cette revue de littérature, et donc peut-être 60 ans après les premières études. Et pourtant, comment ça s'est traduit? Alors, il faut pas non plus complètement noircir le tableau, et il y a quand même des choses qui sont faites, y compris en France, depuis quelques années. Mais globalement, quand on voit des résultats comme ça, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de choses qui sont faites encore par les pouvoirs publics pour améliorer l'activité physique des gens. Alors pourquoi ça marche? On en a déjà un tout petit peu parlé, mais je vais quand même prendre le temps de revenir un petit peu là-dessus. Donc les mécanismes, cette fois impliqués dans les bénéfices de l'activité physique sur la santé mentale, ils sont de 3 ordres. Les mécanismes biologiques, les mécanismes psychologiques et les mécanismes sociaux. Donc dans les mécanismes biologiques, vous avez des choses dont vous avez déjà entendu parler. Donc le fait de bouger stimule la sécrétion de certains neurotransmetteurs, comme par exemple la dopamine, la sérotonine ou les fameuses endorphines. Effectivement, et donc la dopamine a cet effet antidépresseur et de régulation de l'humeur. Les endorphines permettent de diminuer la douleur, le stress, augmenter cette sensation d'euphorie que l'on peut avoir lorsque l'on a fini une séance d'activité physique. Dans les mécanismes biologiques, on a aussi le fait que quand on bouge, notre cerveau est mieux oxygéné, il y a plus de sang qui va au cerveau, il est mieux oxygéné, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ça impacte la régulation hormonale, diminue, on l'a déjà dit, la réactivité physiologique au stress, donc ce qu'on appelle le système nerveux autonome est plus agile, c'est le terme que j'ai choisi. Et puis le sommeil, et indirectement à travers l'amélioration du sommeil, quand on dort pas assez, quand on a de l'insomnie, ça renforce notre anxiété. Et inversement, quand on bouge et qu'on dort mieux, eh bien ça va être favorable sur l'anxiété. Sur les mécanismes psychologiques, ça a été dit aussi dans la petite vidéo québécoise, renfort de l'estime de soi, de ce sentiment d'auto-efficacité, meilleur contrôle de soi. Et puis cette hypothèse de la distraction, c'est-à-dire que c'est un moment aussi où on peut mettre les choses en pause. Alors ça dépend un petit peu des activités physiques. C'est vrai que si on est
dans une salle et qu'on pédale sur un vélo stationnaire, bon, on peut aussi continuer à ruminer ses idées noires. Mais si on joue au foot, au tennis, ou si on va courir dans la forêt, etc., c'est un moment où aussi on peut un peu mettre ces problèmes de côté. Et voilà, donc ça favorise l'interruption des pensées négatives. Et ça, c'est bien. Et ça réduit l'ennui d'une façon générale. Et c'est vrai que finalement, cette phrase du docteur Sheehan, est-ce que vous êtes déjà senti plus mal après être allé courir ou être allé marcher? On n'est pas obligé d'aller courir, marcher d'un bon pas, faire de la marche nordique par exemple. Bah, si c'est le cas, levez la main parce que globalement, c'est quand même, ça arrive pas souvent. Globalement, on se sent quand même mieux. Après, on va voir que c'est quand même pas si simple que ça. On va y revenir dessus. Il faut y aller courir. C'est un peu ça l'enjeu. Je termine juste sur les mécanismes. Ça aussi, ça a été évoqué dans la vidéo. Les mécanismes sociaux, effectivement, ça permet de renforcer le soutien social, l'intégration sociale. Évidemment, ça dépend là encore des sports. Si vous courez tout seul dans la forêt, ben un petit peu moins. Mais si vous courez dans un club, ça c'est super de ce point de vue-là également. Et donc, ça permet de développer ce sentiment d'appartenance au groupe. Et après, il y a alors je vais peut-être passer un peu là-dessus, il y a des mécanismes plus biologiques en lien avec l'exercice, que sont par exemple le rôle des myokines. Donc les myokines, ce sont des substances qui sont produites par les muscles lorsque l'on bouge. Lorsque les muscles se contractent, ils produisent ces fameuses myokines. Et ces myokines, elles sont intéressantes parce qu'elles augmentent la production de BDNF. Donc ça, c'est l'acronyme anglais pour facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Et donc, pourquoi c'est important à travers la production de myokines d'augmenter le BDNF? Pour toutes les raisons que vous avez sur la diapositive. Ça augmente la neurogénèse, l'intégration, la maturation et l'intégration de nouveaux neurones, la flexibilité du cerveau et la cognition, donc on en a parlé déjà, et notamment les mécanismes de neurogénèse dans l'hippocampe qui est impliqué dans la mémoire, dont on a aussi déjà parlé. Donc voilà, plasticité des synapses. Donc en résumé, ces myokines ont des effets neuroprotecteurs par le biais de la régulation, je l'ai dit, à la hausse de ce fameux BDNF. Donc voilà un peu les explications. Et au final, quand on regarde par exemple pour des personnes âgées de 70 ans, il existe pour les différents types de mémoire ou de fonctions cognitives que vous avez là, il existe une corrélation positive, encore la fameuse corrélation, entre ici par exemple la mémoire et la fameuse VO2 max, cet indicateur de santé qui s'améliore lorsque l'on fait de l'activité physique. Et cette corrélation, elle était encore meilleure chez les femmes que chez les hommes dans cette étude. Et ça, c'est important. C'est l'occasion pour moi aussi de rappeler que les femmes sont encore moins actives d'une façon générale que les hommes en France, pour des raisons sur lesquelles on pourra éventuellement revenir lors de la séance de questions. Mais les chiffres sont là. Les femmes font moins de compétition. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Par contre, elles sont moins actives. Elles font moins d'activité physique. Et quand on voit, j'ai déjà avancé pas mal d'éléments, quand on voit les liens qui existent entre la quantité d'activité physique que l'on peut faire et sa santé, c'est quand même assez inquiétant. Et donc, les femmes sont encore plus concernées par tout ça. D'autres études, je passe sur les comparaisons, par exemple, sur l'épaisseur du cortex, cortex insulaire, cortex préfrontal, entre des triathlètes masters et des sujets qui sont pas sédentaires, mais qui sont actifs, pour montrer, insister juste en passant sur le fait que le plus on en fait, et le mieux c'est, pour 98% des gens. Il y a toujours des exceptions, mais pour la grande majorité d'entre nous, si on fait plus d'exercices, vous savez, peut-être avez-vous entendu parler de cette courbe en U inversée qui dit lorsque l'on fait pas du tout d'activité physique, on sait tous que c'est pas génial. Si on en fait plus, on passe par un optimum. Et après, par contre, si on en fait trop, attention, vous allez avoir des effets négatifs sur la santé. Ça, vous pouvez oublier. Ça n'existe pas. Le plus vous en faites, le mieux c'est. Encore une fois, à quelques exceptions près. Donc, cette courbe en U inversée, vous la mettez directement à la poubelle. Sauf, quand même, dans le sport de très haut niveau. Effectivement, ça a été un peu dit. Alors, il n'y avait pas d'exemple de sportif, mais on sait que un pourcentage assez élevé de sportifs de haut niveau peuvent avoir des troubles de santé mentale. C'est pourquoi il y a de plus en plus de psychologues du sport, de préparateurs mentaux qui sont impliqués. Et là encore, on peut les citer puisque ce sont évidemment des gens qui se
qui se sont déclarés, qui ont fait leur coming out, on pourrait dire, et en particulier assez récemment Camille Lacour, le nageur Camille Lacour, vous avez peut-être entendu parler, Perrine Lafont, la skieuse, le handballeur Valentin Porte, Michael Phelps, le nageur, évidemment l'américaine Simone Biles, et puis d'autres vraiment très connus comme Thierry Henry, Neymar et compagnie. Marie-Josée Pérec, vous savez, après sa carrière, a eu un gros épisode dépressif aussi. Donc voilà, tous ces champions. Alors là, ça s'explique sûrement par bien sûr que les bénéfices positifs de l'activité physique, ils restent, mais il y a un stress énorme qui est associé avec une carrière de sportif de haut niveau. Donc voilà, il y a quand même, je tenais quand même à préciser ça. Le sport de très haut niveau, c'est peut-être pas forcément excellent. C'est pour le corps, je pense pas qu'il y a de problème. Pour la tête, ça peut être plus à risque. Et la dernière partie, et je terminerai avec ça. Du coup, les aspects un petit peu pratiques. J'espère vous avoir convaincu du fait qu'effectivement, ça fonctionne, que si on en fait beaucoup, c'est encore mieux. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça de faire de l'activité physique. Sinon, on serait pas là en fait. Tout le monde ferait de l'activité physique tout le temps et puis tout le monde irait bien. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Alors déjà, j'ai utilisé différents termes et puis pas uniquement moi. Vous entendez souvent le mot activité physique, exercice, sport. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas tout à fait la même chose. L'activité physique, c'est vraiment l'ensemble des mouvements du corps qui nous permettent d'augmenter notre dépense énergétique. Donc typiquement, si vous bêchez votre jardin, vous faites de l'activité physique. Si vous jouez avec vos enfants dans la neige, vous faites de l'activité physique. L'exercice, c'est une sous-catégorie de l'activité physique. C'est lorsque vous faites de l'activité physique dans un but précis qui est d'améliorer vos capacités, souvent physiques. Quand on fait l'exercice, on pense assez peu à la santé mentale, souvent, pour la plupart des gens. Et donc, typiquement, je vais essayer d'améliorer ma force, mon endurance, etc. Donc, je vais dans une salle de fitness, je fais de l'exercice. Et puis, le sport, c'est encore une sous-partie de l'exercice. C'est quelque chose de plus codifié. Donc là, je joue au football, je joue au tennis avec des règles. Il y a souvent de la compétition associée avec le sport. D'accord ? Donc, le sport n'est pas du tout obligatoire pour être en bonne santé. L'exercice même n'est pas absolument obligatoire. L'activité physique, par contre, elle est obligatoire. Donc, si vous faites pas de sport, c'est pas grave, à condition de faire beaucoup d'activité physique. Donc, si vous bêchez votre jardin toute la journée, ça va. Bon, ça serait bien de marcher un peu pour pas travailler que la force en bêchant. Mais par contre, si vous faites du sport, il y a des chances que ça aille encore mieux. Mais c'est pas obligatoire. Donc, effectivement, on parle souvent de sporticament. Donc, on pourrait dire ça, mais finalement, moi, je préfère le terme exercise is medicine ou thérapie par l'exercice en français. Et même, on devrait dire thérapie par l'activité physique. Parce que même l'exercice, finalement, c'est pas obligatoire d'aller dans une salle et de travailler. Si on fait de l'activité physique, ça fonctionne. Donc, la thérapie par l'activité physique, elle est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour bouger plus? Donc, j'insiste, c'est pas pour faire plus de sport, c'est pour bouger plus. Et il faut jouer sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'il faut essayer de profiter des temps de transport. C'est bien une des raisons pour laquelle on bouge de moins en moins dans les pays riches. C'est parce que les transports sont devenus complètement passifs, alors qu'ils ont été actifs pendant de nombreuses années. Bien sûr, les emplois, qui sont donc essayer alors c'est plus compliqué, mais il y a des petites subtilités, des petites choses que l'on peut faire pour essayer de bouger un petit peu, y compris quand on a un emploi sédentaire. Et puis bien sûr les loisirs où là, les enfants évidemment, les jeux vidéo, et pas que les enfants, les temps d'écran, etc. Essayer de changer ça pour des occupations plus actives, comme vous avez là. Donc, comme je l'ai expliqué, il existe, c'est pas simple de faire de l'activité physique. Il existe ce qu'on appelle des freins à l'activité physique. Et effectivement, bouger, c'est bien un peu le problème. Bouger, c'est beaucoup plus difficile que d'avaler un médicament. Alors, quels sont ces freins? Vous avez un certain nombre de freins qui sont listés ici. Certains sont tout à fait acceptables, d'autres un petit peu moins. Par exemple, le manque de temps. Effectivement, si vous avez une jeune maman avec 3 enfants en bas âge, on peut considérer que c'est compliqué. Alors après, il existe ou quelqu'un qui travaille énormément. On peut l'entendre, ça, qu'effectivement, tout le monde n'a pas le temps de faire de l'exercice. Après, voilà, quand on me dit ça,
répond souvent, OK, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux ou sur Internet, etc. Puis déjà, les gens se calment direct, en général. Mais bon, après, je peux entendre cette excuse, elle est quand même assez valide. On peut jouer, par exemple, sur les transports actifs. Si on n'a vraiment pas le temps, plutôt que d'aller travailler, de perdre son temps en voiture, on peut y aller en vélo ou à pied, ou en tout cas faire une partie du trajet en vélo. Autre frein à l'activité physique, la fatigue. Alors nous, on a écrit avec 2 collègues, le docteur David Dupin et Baptiste Morel, on a écrit un ouvrage qui s'appelle Défatiguez-vous, qui a été publié l'an dernier, où on parle effectivement de la fatigue et de l'intérêt de faire de l'activité physique pour être moins fatigué. Et là, pour le coup, la fatigue, effectivement, la dernière chose que l'on a envie de faire lorsqu'on est fatigué, c'est de chausser ses baskets. On a envie de se mettre dans le canapé. Et pourtant, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Parce que les études interventionnelles, pas seulement les corrélations, du coup, montrent que y compris pour des gens qui sont fatigués après un cancer, bien sûr, il ne s'agit pas de courir un marathon, mais l'activité physique adaptée permet de diminuer la fatigue. Donc cette excuse, j'ai moins envie de l'accepter. Mauvaise estime de soi, de son corps. Voilà, il faut travailler plus sur les aspects psychologiques. C'est vrai que les gens n'ont pas envie, et puis il existe différentes formes. On comprend que certaines personnes n'ont pas envie d'aller dans une salle de fitness et de se comparer, de se mettre en short devant d'autres personnes, mais il y a d'autres solutions qui existent, des clubs de marche, etc., pour essayer d'être actif. Et puis on peut aussi commencer tout seul dans son coin, on n'est pas obligé de le faire forcément à plusieurs. On n'en ressent pas le besoin, donc là, il faut passer par l'éducation, c'est ce qu'on essaye de faire ce soir notamment, pour expliquer qu'en réalité, on n'a pas le choix. On ne peut pas être en bonne santé si on n'est pas actif. Oui, on peut avoir cette sensation, effectivement, quand on est jeune, de prendre l'ascenseur, finalement, qu'est-ce que ça change, c'est pas grave. Mais le prix sera payé plus tard. On peut avoir des problèmes de santé, donc là encore, on parle bien d'activité physique adaptée, à pas. Et bien sûr que si on fait n'importe quoi, on peut être plus fatigué, on peut se blesser, notamment chez les personnes âgées. Donc il faut adapter le type d'activité physique que l'on va faire, mais également la dose, et puis aller progressivement. On va revenir sur des aspects un peu concrets après. Mauvaises conditions de pratique, climat, installation. Climat, c'est vrai, à Saint-Étienne, il ne fait pas toujours beau. Donc, on parlait des transports actifs. Une journée comme aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de prendre son vélo. Ça, je peux l'entendre. Seulement, qui a dit qu'on était obligé de prendre son vélo tous les jours? On peut bien, finalement, prendre son vélo seulement les jours où il fait beau. C'est pas du tout rien. Et puis, certains diraient, il n'y a pas de mauvaise météo, il y a que des mauvais équipements. Moi, je suis assez partisan de ça aussi. C'est de bien s'équiper. Bon, ça coûte un peu d'argent. Et puis, le manque d'argent, ça, c'est vrai, ça peut être aussi un souci pour certaines personnes. Là encore, il existe des solutions. Marcher, ça coûte pas forcément beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que d'une manière générale, pratiquer une activité physique, c'est souvent, peut-être pas toujours, mais en tout cas souvent difficile. Et il ne s'agit pas, comme on le dit dans la vidéo de Nicolas Demorand, de dire « allez, bouge-toi pour que ça soit simple ». Pourquoi c'est compliqué? En fait, pourquoi il n'est pas naturel de pratiquer une activité physique? Pourquoi on a besoin de faire ce genre de conférence? Bien, il faut se tourner du côté de l'évolution de l'être humain. Pendant des centaines de milliers d'années, on n'était pas sûr de casser la croûte le lendemain. On n'était pas sûr de trouver un mammouth à tuer ou des baies à ramasser. D'accord? Donc, chaque fois que l'on n'avait pas à dépenser de l'énergie, eh bien, on n'en dépensait pas. On restait le plus sédentaire possible. C'était une question de survie. Donc ça avait vraiment du sens. Pendant des centaines de milliers d'années, c'était un comportement vertueux que d'économiser son énergie. Donc, on dépensait son énergie simplement, justement, pour aller chercher le casse-croûte, pour les activités sociales et pour la reproduction. Les secondes étant sans doute en lien avec les troisièmes. Mais blague à part, voilà les 3 seules raisons que l'on avait pendant de nombreuses années à dépenser de l'énergie. Le reste du temps, il fallait surtout pas en dépenser. Et donc, nous, on est les enfants de ces gens-là. Donc, des centaines de milliers d'années à s'économiser, sauf que ce comportement qui était un comportement approprié, puisque là, maintenant, on a à manger plus que en tout cas, je parle au moins dans nos pays, et puis que l'on n'a plus cette dépense énergétique quotidienne pour aller chasser et cueillir, et donc on a une chute pour les raisons que j'ai évoquées, transport actif, emploi, etc. Eh bien, pour le coup, le fait de s'économiser, cette fois, c'est extrêmement dangereux. Vous l'avez compris, c'est la cause de toutes les maladies, enfin pas toutes, mais d'un grand nombre de maladies chroniques.
Seulement, c'est ancré en nous, c'est ancré dans notre cerveau, et c'est pas en quelques décennies qu'on va changer ça. D'accord? C'est vraiment, il y a très très peu de temps que on a changé notre logiciel. Ça, c'est par exemple mon arrière-grand-père, et ça, c'est mon père qui était dans les années 60 quand il jouait au foot, et son père lui disait, enfin son grand-père, pardon, lui disait, mais qu'est-ce que vous avez tous à courir après cette gonfle? Donc la gonfle, c'était le ballon, évidemment, vous avez compris. Et donc lui, il comprenait pas parce que, non, c'était pas un homme de Néandertal, mais il comprenait pas on dépense notre énergie le dimanche à courir après un ballon parce que pour lui, le dimanche, on se reposait pour le travail. Donc c'est juste, voilà, c'est vraiment jusqu'à quelques décennies. Bon, en vérité, hein, c'est pas mon père, c'est pas mon grand-père, mais ça fait toujours mieux de dire que c'est des vraies photos, je suis honnête, donc je l'ai dit. Et donc, c'est tellement ancré en nous qu'on arrive à des aberrations comme ça. Donc, les gens, ils vont dans la salle de fitness, mais ils prennent l'escalator. Heureusement, ce comportement naturel à la sédentarité, on peut lutter, grâce à notre cortex préfrontal, on peut lutter contre ça. On peut réorienter nos comportements et éviter de céder toujours aux sirènes du canapé et de la crème glacée et aller marcher ou courir. Donc ça a été bien décrit dans un petit livre que je vous conseille qui s'appelle Le syndrome du paresseux. Donc justement, on n'est pas paresseux. Si on fait ça, il ne s'agit pas de stigmatiser les gens, c'est juste normal en fait. Seulement, ce qui est normal est dangereux. Donc il faut lutter contre cette norme. Il existe en effet une lutte permanente entre les mécanismes contrôlés et puis les mécanismes automatiques, donc contrôlés qui vont nous pousser à quand même, puisqu'on est conscient qu'il faut bouger, donc on va quand même pouvoir le faire, heureusement. Et puis les mécanismes automatiques qui, bon, c'est bon, je vais me reposer. Ça, c'est la nature, c'est normal. Et en particulier, lorsqu'on est fatigué, ben, c'est compliqué, ça coûte de l'énergie, ça fait appel à nos ressources cognitives. Lorsque l'on est fatigué, c'est compliqué d'aller faire de l'activité physique mentalement. Pour cette raison, il y a une théorie qui s'appelle la déplétion de l'ego. Donc, ça veut dire aussi que ça peut avoir des impacts sur le moment où on fait de l'activité physique. On va y revenir. La bonne nouvelle, quand même, dans tout ça, parce que c'est un petit peu démoralisant, c'est que lorsque l'on fait de l'activité physique, on a aussi heureusement des expériences plaisantes, parce qu'on va produire de la dopamine, des endorphines, etc. Et du coup, plus on est actif et moins on a besoin d'engager ces capacités de self-control. Ça devient de plus en plus automatique. Et en particulier, si on a cette expérience jeune. Donc moi, je remercie énormément mes parents de m'avoir permis, mais je suis pas le seul, j'espère, j'imagine, de faire énormément d'activités physiques et de sport en étant jeune. Et c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller faire je dis pas que c'est facile, c'est toujours difficile de mettre ses baskets. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile pour moi que ça l'est pour certaines personnes qui n'ont pas été sportifs pendant leur enfance. D'accord? Moi, quand je vois tomber la neige, mon réflexe, c'est pas de se dire « Ah ben non, on va encore pas pouvoir circuler », c'est de se dire « Chouette, on va pouvoir faire du ski ». Mais tout le monde ne raisonne pas comme ça. Et ces freins à l'activité physique, ils sont encore plus importants dans des maladies comme par exemple la schizophrénie. Les symptômes de la maladie dont on a déjà parlé et dont Mehdi a parlé, qu'ils soient positifs ou négatifs, et en particulier négatifs, cette fatigue, cette anédonie, c'est-à-dire le manque de plaisir, bien sûr que c'est compliqué de faire de l'activité physique, encore plus pour ces patients-là. C'est souvent des gens qui sont assez peu autonomes, voilà, qui ont besoin d'être plus encadrés, faible expérience en activité physique. Il y a aussi, en plus des symptômes de la maladie, il y a les effets des traitements, par exemple la prise de poids, qui peut être un problème supplémentaire. Ça induit la maladie, induit aussi un niveau d'anxiété encore plus élevé, principalement social, mais aussi, je l'ai dit, la peur d'augmenter en fait les hallucinations, ça peut arriver. Et puis il y a les problèmes liés non pas aux malades eux-mêmes, mais à l'environnement, cette stigmatisation dont a parlé Mehdi. Et puis le manque de structure, donc on en revient un petit peu à cette histoire d'argent, le manque de structure qui propose, alors il en existe, heureusement, pas suffisamment à mon goût. Voilà, donc on est vraiment dans ce cercle vicieux du déconditionnement physique qui existe chez tout le monde, mais qui est encore plus marqué chez les patients qui souffrent de schizophrénie et d'autres troubles mentaux, en lien avec les symptômes, les traitements, les effets secondaires des traitements qui vont renforcer la fatigue, qui vont affecter la motivation, la volonté, donc rendre les gens de plus en plus isolés, etc. Et donc on est de plus en plus déconditionné et c'est de plus en plus difficile de faire de l'activité physique et donc c'est une espèce de cercle vicieux comme ça. Je terminerai, parce que là je vois que je dépasse vraiment, désolé,
mais ça, j'ai un peu l'habitude malheureusement. Donc, on sait que on a parlé d'endorphine, de dopamine, etc. Bon, après, c'est pas qu'une histoire de biologie quand même. Si c'était le cas, s'entraîner dans un sous-sol sombre devrait être aussi bénéfique que de rencontrer des amis pour aller courir par une journée ensoleillée. Et on sait que c'est pas le cas. Donc, il faut quand même faire des choses qui créent un peu du lien social et surtout, pas forcément social, mais en tout cas qui procurent ce sentiment d'accomplissement. Et même si finalement l'activité physique est importante, mais il n'y a pas que ça. Quand même, il y a les activités en général pour avoir ce sentiment d'accomplissement. Inversement, si on fait de l'exercice sous la contrainte, typiquement, vous avez les fameuses séances de sport au lycée là, qui ont dégoûté des générations entières on parlait d'expériences positives, mais il y a effectivement eu aussi, heureusement que ça change, hein, les profs d'EPS sont quand même mieux formés maintenant. Ça peut avoir des effets négatifs aussi. Donc voilà, il faut éviter de faire de l'exercice sous la contrainte, et donc il faut essayer de trouver d'autres leviers que ceux de la volonté. Et donc il y a tout un tas de solutions qui sont proposées par des gens qui travaillent justement sur ces freins et leviers à l'activité physique. Donc je vous en cite un certain nombre ici, je vais pas tous les lire parce que je suis un peu en retard. Il y a par exemple pour les enfants et les adolescents un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place. Par exemple, proposer des activités physiques et sportives pendant la pause de midi, les heures de permanence et en périscolaire. Voilà, ça ce sont des choses qui permettent d'acquérir cette expérience positive qui va perdurer à l'âge adulte. Il y a quelque chose qui est important dont on a déjà un petit peu parlé à travers le titre du projet scientifique qui a été financé, c'est le contexte. Et en particulier, moi, je suis assez convaincu que faire de l'exercice, alors c'est pas moi seulement qui le dis, il y a des études qui le montrent, lorsque l'on fait de l'activité physique dans un environnement naturel, eh bien, les effets sont encore plus positifs que l'activité physique indoor. Effectivement, plus de verre est associé à une réduction des taux de cortisol, de l'anxiété et de la dépression. Et voilà, et donc ça peut améliorer la qualité du sommeil, etc. Donc il y a vraiment cette notion de synergie, et ça c'est plutôt en lien avec la vision. Apparemment, c'est plus la vision du verre. Il y a des études qui ont même été faites où on a modifié avec des lunettes les couleurs et on regardait les effets justement sur l'anxiété, le stress, etc. Et c'est la vision apparemment qui est le facteur clé plus que l'odorat par exemple ou de sensations. Et donc on a vraiment des effets synergiques entre les bénéfices de la nature tout seul, rien que ça, il y a pas mal d'études aussi de littérature là-dessus, les bénéfices de l'activité physique et les effets synergiques entre ces deux aspects. Et c'est la raison effectivement pour laquelle, eh bien, on a proposé ce projet scientifique qui a été lauréat donc de l'AMI, financé donc par Noveca Saint-Étienne Métropole et la Fondation Neurodis, où on va essayer de comparer une intervention d'activité physique en pleine nature et une intervention en salle à l'IRMIS. Donc, pour terminer, un tas de conseils un petit peu généraux, mais je voulais quand même, peut-être certains vous paraîtront un petit peu bateaux, mais quand même terminer sur des choses encore plus pratiques. Commencer en douceur. Il faut pas se dire je veux tout de suite être à ce niveau-là. Il faut se fixer des objectifs, certes, mais des objectifs réalistes. Voilà, peut-être déjà commencer par une fois par semaine. Et puis, peut-être plus qu'une fois par semaine, ce qui est encore mieux, c'est sûrement de faire au début assez fréquemment, peut-être assez vite, assez fréquemment d'exercice, mais pas forcément des très longues séances. Peut-être 10 minutes, 15 minutes, mais plusieurs fois dans la semaine. Ça fonctionne assez bien. Attention, donc, ça en lien avec le premier point, de pas en faire trop tout de suite, pour pas trop se fatiguer, par exemple, ou se blesser, encore pire. Donc, se fixer des objectifs concrets, mais réalistes. Planifier les séances. L'activité physique, je l'ai dit, c'est pas un choix. Si on veut être en forme, on n'a pas d'autre choix que d'être actif. Et donc, pour moi, ça doit rentrer il y a peu de gens qui le font, mais moi, je le fais. Dans mon agenda, je fixe des séances d'activité physique, de sport. Je pense que et donc, si c'est mis là, eh bien, si j'ai une réunion, alors ça dépend évidemment des réunions, mais j'évite de remplacer, cette séance-là. Elle est sacrée, elle est importante pour moi. Donc voilà, intégrer l'activité physique à votre routine quotidienne, quitte à le noter à votre agenda. Et puis, faites l'exercice à des moments où vous avez plus d'énergie. Donc, en fonction du chronotype, il y a des gens qui sont plus du matin, plus du soir. Donc, je connais quelqu'un dans la salle, par exemple, si elle n'a pas couru avant midi, c'est plus compliqué d'y aller après. Mais heureusement, elle y va souvent avant midi. Donc, voilà, trouver des solutions alternatives. Si vous pensez que vous allez être empêché, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, etc. Si vous pensez que vous allez être dérangé le soir, essayez de faire de l'exercice à la pause déjeuner. Et puis, essayez de ne pas reporter votre séance d'exercice. Alors parfois,
c'est bien de le faire si on est malade, par exemple. Mais souvent, je l'ai expliqué, on n'a pas forcément envie de faire de l'activité physique. Et le simple fait de se dire, allez, je me force, je me prends par la main, je fais 10 minutes. Et si au bout de 10-15 minutes, j'ai toujours pas envie, alors peut-être c'est le moment d'arrêter, effectivement. Mais souvent, ça revient. Et donc, voilà, forcez-vous à au moins essayer, initier la séance. Et puis, si vraiment, au bout de 10 minutes, non, c'est vraiment pas le bon jour, ben, il faut aussi faire quand même preuve de compassion envers vous-même si vous n'avez pas réussi à atteindre tous vos objectifs. Et pour terminer, trouvez des activités qui vous plaisent. Donc, ça veut dire tester différentes choses. Ça, c'est important. Jouer sur la motivation intrinsèque. C'est pas, encore une fois, sous la pression, ça fonctionne pas. Si votre médecin vous dit il faut faire de l'activité physique, il y a des chances que ça fonctionne pas. Il va peut-être vous le dire, mais peut-être c'est mieux de jouer sur d'autres leviers comme ceux qu'on est en train de voir. Rappelez-vous pourquoi l'exercice est important. Et puis, on en a parlé déjà, mais faire de l'exercice à plusieurs, franchement, c'est quand même autre chose. Alors, c'est pas forcément simple, mais quand on a la possibilité de le faire, il faut vraiment pas se gêner. Donc, faire de l'exercice tout seul, si possible, dans un environnement vert, c'est génial. Faire de l'exercice à deux, et donc si on est en plus dans un environnement vert et à plusieurs, bon là, c'est jackpot pour tout le monde. Donc voilà, discours moralisateur, ça fonctionne pas. Faire de l'activité physique sous la pression, la stigmatisation, ça fonctionne pas. Donc il faut essayer d'activer les leviers du plaisir. Et effectivement, il y a des études qui montrent que ces fameuses corrélations, plus on est actif et plus on est heureux, en fait, tout simplement. Et finalement, voilà, peu importe l'activité, c'est pas tout à fait vrai, mais quand même, peu importe l'activité, ce qui compte, c'est de prendre du plaisir à bouger. Alors, c'est pas qu'une histoire quand même d'activité physique, et je terminerai vraiment par là, cette fois c'est promis. Bien sûr qu'il y a tous les autres comportements, comme l'absence d'alcool, une nutrition adaptée, etc., un poids stabilisé, mais quand même, et je terminerai en laissant la parole à quelqu'un que vous allez reconnaître. Alors, vous allez me dire, j'ai hésité à la mettre, cette vidéo, puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Moi, j'étais content de l'écouter, donc vous allez reconnaître sûrement cet humoriste. Pour aller mieux, il faut faire tout ce que tu n'as pas envie de faire quand tu vas mal. Quand tu vas mal, tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de manger correctement, tu n'as pas envie de dormir tôt, tu n'as pas envie de faire de sport. C'est exactement les 4 choses qu'il faut faire pour aller mieux. Parler, manger bien, dormir tôt et aller faire du sport. Quand on est très très mal, tout ça nous semble totalement inenvisageable, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut se lever et aller courir. Il n'y a personne qui revient plus déprimé d'un jogging qu'il n'en est parti. Ça n'existe pas. Je dis pas que tu vas te sauver d'une dépression avec le jogging. Évidemment, je suis pas stupide. Je dis juste que il faut mettre des éléments de discipline en marche dans sa vie. Et si tu attends que les choses changent d'elles-mêmes par des aides extérieures, ça ne changera jamais. Voilà. Donc ça, avec quand même bien garder quand même cette notion de plaisir. Effectivement, lui, apparemment, la course à pied, ça lui plaisait, donc ça a fonctionné. Ça veut pas dire qu'il faut absolument aller courir si ça vous convient pas. Donc vraiment, cette notion de plaisir, elle est clé. Et du coup, je vais vous laisser avec ces images de personnes de différentes générations qui ont l'air quand même de prendre du plaisir en étant actifs. Voilà, je vous remercie.